Mes parents ont acheté une maison à mon frère, puis ils ont dit à tout le monde qu'il avait réussi sa vie. Des années plus tard, il a jeté un coup d'œil à ma maison de plage, et m'a demandé « Comment peux-tu te payer ça ?» J'ai souri, et j'ai répondu « Ce n'est même pas ma préférée ». Mes parents ne se sont pas contentés d'aider mon frère, Kyle, pour son apport initial, ni de se porter garant pour un prêt. Non, ils lui ont carrément acheté une maison. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, située dans un magnifique quartier en impasse, avec l'une de ces boîtes aux lettres rustiques parfaites pour les photos. La totale. Ensuite, ils ont organisé un dîner spécial, un peu comme une fête pour annoncer une grossesse, afin de révéler la nouvelle. Ma mère, les larmes aux yeux, a déclaré « Nous voulions simplement donner à Kyle toutes les chances de réussir. » Kyle, mon aîné de 2 ans, a toujours été la vedette. Plus bruyant, plus charmant. Il avait ce don incroyable d'entrer dans une pièce, et de donner à tout le monde l'impression que quelque chose de passionnant allait se produire. Et je ne dis pas cela avec amertume. Sincèrement, c'est sa nature. Nos parents, cependant, gravitaient autour de cette énergie, tels des gens attirés par un feu de camp chaleureux. Kyle était couvert d'éloges pour des bulletins scolaires corrects. De mon côté, je recevais un simple hochement de tête pour d'excellentes notes. À la sortie de l'université, mon frère a décroché un poste dans la vente. Confetti et grande fête. Quant à moi, j'ai commencé dans la gestion de projets informatiques. Avec une fourchette de salaire similaire, soit dit en passant. Mais personne ne lance des cotillons pour des déploiements d'infrastructures, vous comprenez. Cette histoire de maison s'est déroulée quand Kyle avait 29 ans, et moi 27. Tout le monde était là, moi, Kyle, tante Linda, et quelques cousins. Mon père s'est levé, fier comme un paon, comme s'il portait un toast à un mariage. Il a posé une main sur l'épaule de mon frère, et a annoncé qu'ils économisaient depuis des années, pour investir dans l'avenir de Kyle. Il a même prononcé le mot « investir », comme s'il s'était entraîné. 320 000 €, a-t-il déclaré, en révélant le prix de l'achat. Ma mère pleurait déjà à chaudes larmes. Tout le monde a applaudi. Tante Linda a levé son verre. Mon cousin Jared a même lâché une absurdité, disant que Kyle avait officiellement gagné le grand jeu de la vie. Mon frère s'est contenté de sourire, haussant les épaules comme si ce n'était rien, mais on voyait bien qu'il savourait chaque seconde. Il s'est penché vers moi, et a chuchoté, « Tu y crois, toi, comme si nous étions complices. » J'ai tout juste réussi à répondre, « Félicitations, mec. » Et je le pensais, en grande partie. En grande partie seulement. Écoutez, je ne m'attendais pas à ce qu'il m'achète une propriété. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Mais le problème, ce n'était pas la maison en soi. C'était la façon de présenter les choses. Ce n'était pas « Nous voulons aider Kyle à s'en sortir ». C'était « Kyle a mérité cela ». Comme si le reste d'entre nous collectionnait de vagues trophées de participation, pendant que lui partait à la conquête du monde. Je veux dire, il travaillait comme commercial pour un distributeur d'emballage. Il s'en sortait bien. Il dissimulait souvent ses résultats trimestriels, et conduisait une voiture de fonction. Mais le mot « mérité » portait vraiment un poids énorme, dans cette phrase de mon père. Après le dîner, j'ai aidé ma mère à débarrasser les assiettes. Elle rayonnait encore. Je lui ai dit, très sincèrement, que j'étais heureux pour Kyle. Puis, presque l'air de rien, j'ai mentionné que je cherchais aussi un bien immobilier. Un duplex, à environ 20 minutes du centre-ville. Plus ancien, nécessitant quelques travaux esthétiques, mais avec un prix intéressant. De plus, une partie était déjà occupée par un locataire, qui payait un bon loyer. Elle a arrêté de rincer son verre, et m'a simplement dévisagé. Un duplex? Genre, un truc de location? Oui, maman. 2 logements. J'habiterai dans l'un, et je louerai l'autre. Le loyer du locataire couvrirait la majeure partie de mon prêt. Elle a penché la tête sur le côté. C'est ce que font les jeunes, de nos jours? Plus tard, j'ai rejoint mon père dans le garage, et je lui ai raconté la même chose. Il a plissé les yeux. C'est cette expression que prennent les gens, quand ils cherchent désespérément quelque chose de poli à dire. C'est très pratique, a-t-il fini par lâcher. Puis, il a ajouté un léger avertissement, assure-toi juste de ne pas te laisser déborder par les locataires, et tout le reste. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il l'a dit gentiment, mais le sous-entendu était limpide.
Kyle a eu droit à une célébration, et moi, j'ai eu droit à une mise en garde. Mais vous savez quoi? J'ai acheté ce duplex quand même. J'ai signé en octobre, pour 185 000 €. J'ai passé 3 week-ends consécutifs à rénover moi-même l'appartement vide. Nouvelle peinture. Remplacement d'un robinet de cuisine. Nettoyage en profondeur des moquettes. En décembre, j'avais installé un deuxième locataire, qui payait 950 € par mois. Les 2 unités étaient occupées, et les 2 résidents payaient à temps. La part de mon prêt hypothécaire qui sortait réellement de ma poche, une fois les loyers encaissés, n'était plus que de 340 € par mois. Lors de Thanksgiving, cette année-là, la maison de Kyle restait le sujet principal. Ma mère avait carrément encadré une photo de lui, tenant les clés sur son Porsche, et l'avait posée sur la cheminée. Juste à côté du portrait de ma défunte grand-mère, comme s'il s'agissait d'un héritage familial ancestral. Pendant l'apéritif, elle a détaillé le plan de la propriété à tante Linda, avec l'assurance d'un agent immobilier. 3 chambres, des plans de travail en granit, un jardin avec terrasse, et le quartier. Oh, le quartier est tout simplement merveilleux. Quand nous sommes enfin passés à table, la femme de mon cousin Jared, béni soit-elle, m'a demandé comment se portait mon propre achat. La table est devenue un peu plus calme. Pas totalement silencieuse, mais il y a eu cette légère baisse de volume, qui indique que les gens sont vaguement curieux. Un peu comme face à un fait divers étrange. J'ai répondu que tout allait bien. Les locataires étaient sérieux, et le bâtiment était en bon état. J'ai même mentionné avoir remplacé ce fameux robinet moi-même, et que je prévoyais de moderniser le chauffe-eau. C'est alors que ma mère m'a souri. Ce genre de sourire que l'on réserve à un enfant, lorsqu'il vous montre le dessin d'un chien qui ressemble à un nuage. C'est mignon, Tyler. Notre petit propriétaire immobilier. Quelques personnes ont gloussé. Ce n'était pas un rire méchant, à proprement parler. Plutôt le genre de rire qui échappe, quand quelqu'un commande une salade dans un restaurant spécialisé en grillade. Juste un brin de confusion face au choix. Tante Linda, bénie soit-elle également, fut la seule à paraître sincère. C'est intelligent, pourtant, a-t-elle affirmé. Les revenus locatifs, ce n'est pas négligeable. Ma mère a balayé la remarque d'un geste dédaigneux de la main. Oh, je suis sûr que c'est très bien. Tyler a toujours été quelqu'un de pratique. Le mot était lâché, encore une fois. Pratique. Prononcé de la même manière que l'on parlerait de chaussures orthopédiques. Exact, certes, mais totalement dépourvu d'admiration. Kyle, une bière à la main, s'est adossé à sa chaise, pour ajouter son grain de sel. Et mec, il n'y a pas de mal à faire un premier petit investissement. Tu passeras à mieux, un de ces jours. J'ai simplement hoché la tête, et j'ai mangé ma dinde. Je n'ai pas précisé que ma mensualité, une fois les loyers déduits, s'élevait à 340 €, tandis que celle de Kyle correspondait au montant que mes parents décidaient de couvrir, ce trimestre-là. J'ai estimé que c'était une information qu'il valait mieux garder pour moi. Mais voici un détail intéressant concernant ce duplex. Lors de la signature des papiers, j'avais extrait l'historique complet des impôts et des ventes de la propriété. Une déformation professionnelle, j'imagine. Le bâtiment avait changé de main 3 fois en 15 ans, et chaque propriétaire y avait gagné financièrement. Pas une fortune tombée du ciel, mais simplement de l'argent constant, ennuyeux, et d'une grande fiabilité. Les revenus locatifs avaient toujours couvert le prêt hypothécaire, avec une marge confortable. Les évaluations immobilières augmentaient doucement, les loyers suivaient la même courbe, et les dépenses restaient gérables, car le bâtiment était simple. Pas de frais de copropriété, pas de piscine, aucune complication. Ce soir-là, je me suis assis à la table de ma cuisine, avec une tasse de café et un tableau Excel que j'avais créé. Et là, il y a eu un déclic. Pas une révélation émotionnelle, mais une conclusion mathématique, froide et implacable. J'ai commencé à faire des simulations, pour voir ce qui se passerait si je répétais l'opération encore et encore. Ce que cela donnerait dans 5 ans, puis dans 10 ans. Ce fichier informatique a fondamentalement changé ma façon de concevoir l'argent, pour le reste de ma vie. Plus spécifiquement, il a changé ma compréhension de ce que mes parents avaient réellement fait pour Kyle, par rapport à ce qu'ils croyaient avoir accompli. Mais nous y reviendrons. Après ce Thanksgiving, mes soirées ont pris une autre tournure. Au lieu de regarder la télévision, je dévorais des livres. Pas des ouvrages de développement personnel à 2 sous,
mais des lectures sérieuses sur l'investissement immobilier, l'analyse locative, la stratégie fiscale, le rendement des liquidités, et les taux de capitalisation. J'ai appris par moi-même comment un investisseur chevronné évaluerait une affaire. Tout cela depuis la table de ma cuisine, avec un simple ordinateur portable, et un livre à 12 € acheté sur Internet. Ce duplex est devenu ma salle de classe. Chaque mois, j'enregistrais les chèques de loyer. À chaque fois qu'un broyeur à déchets tombait en panne, ou qu'une toilette fuyait, je notais la dépense correspondante. Je traçais absolument tout. Au bout de 6 mois, les chiffres racontaient une histoire très claire. Le bâtiment ne se contentait pas de s'autofinancer, il générait un véritable profit. Ce n'était pas encore des bénéfices capables de changer une vie, mais c'était suffisant pour susciter une question fondamentale, qui allait devenir le thème central de la prochaine décennie de mon existence. Que se passerait-il, si je recommençais? Pendant ce temps, la maison de Kyle commençait à rencontrer des problèmes normaux. Vous savez, ce genre de soucis qui surviennent quand on est propriétaire, mais qu'on n'a rien budgétisé pour y faire face. La toiture a dû être rafistolée dès la première année. Un problème de drainage dans le jardin provoquait des flaques d'eau stagnantes, après chaque forte pluie. Le système de chauffage et de climatisation, plus vieux que nous deux, s'est mis à faire un bruit que mon frère décrivait comme un sifflement métallique. Il n'avait aucune épargne de côté. Il n'en avait jamais eu besoin. Mes parents avaient acheté le bien comptant, sans aucune dette. Ainsi, ses seules dépenses mensuelles se résumaient aux factures courantes, à l'assurance, et aux impôts. Cela semble gérable, n'est-ce pas? Sauf que Kyle avait adapté son style de vie, pour correspondre à celui d'une personne qui ne paie ni loyer, ni crédit. Nouvelle voiture, dîner au restaurant 4 soirs par semaine, et voyage le week-end. Il dépensait comme un homme qui aurait tout gagné. Ce qui, dans son esprit, était sans doute le cas. Quand le devis pour le toit est arrivé, s'élevant à 8 500 €, Kyle a appelé mon père. Mon père a appelé ma mère. Ensuite, ma mère a rappelé son fils chéri, pour lui dire « Nous allons nous en occuper ». C'est devenu leur mode de fonctionnement. Dès que mon frère se heurtait à un mur, mes parents signaient discrètement un chèque. Je n'étais au courant de tout cela, que parce que tante Linda en avait parlé à Pâques. Linda n'est pas vraiment une commère, pour être précis. C'est juste le genre de personne qui dit tout ce qui lui passe par la tête, en estimant que la vérité n'est pas une chose dont il faut avoir honte. Nous étions dans la cuisine. Elle couvrait un plat avec du papier aluminium, et elle a lâché l'information, l'air de rien. Ton père m'a confié qu'il avait encore mis 10 000 balles dans cette maison, depuis les fêtes. Entre l'histoire de la toiture, et un truc de plomberie. J'ai simplement hoché la tête. Ça paraît logique, ai-je répondu. Elle m'a regardé de travers. Ça ne te dérange pas? C'est leur argent, ai-je rétorqué. Ce qui, techniquement, était vrai. Sauf que ce ne l'était pas. Pas tout à fait. C'est ce que j'ai découvert quelques mois plus tard. À l'âge de 21 ans, j'avais interrogé mon père au sujet d'un compte épargne-études, que mon grand-père avait ouvert pour Kyle et moi. Papy est décédé quand j'avais 16 ans, mais je me souvenais qu'il en avait parlé. Mon père m'avait alors assuré que ces fonds avaient été presque entièrement dépensés, pour payer nos frais universitaires. Kyle est allé dans une université publique, et moi aussi. L'explication semblait raisonnable. Mais voilà que tante Linda, dans cette même cuisine, évoquait l'affaire avec détachement, comme si c'était de l'histoire ancienne. Tu sais que ton père a vidé le reste de ce fonds d'études, pour financer la propriété de ton frère, n'est-ce pas? Je me suis figé. J'ai posé mon verre. Quoi? Le compte que votre grand-père avait mis en place, a-t-elle précisé. Il est resté environ 40 000 € dessus, après que vous ayez tous les deux obtenu vos diplômes. Ton père a tout retiré, et l'a injecté dans l'achat de la maison. Il me l'a avoué l'année dernière, alors qu'il se plaignait de ce que cette bâtisse lui avait déjà coûté. Je suis resté incapable de parler pendant un long moment. Tante Linda a fini par demander, « Tyler, ça va? » « Oui, » ai-je croassé avec difficulté. « Je vais bien. » C'est juste que... J'ignorais ce détail. 40 000 €, provenant d'un compte prévu pour nous deux, utilisé intégralement pour la maison de Kyle. Personne ne m'avait demandé mon avis. Personne ne m'avait tenu au courant. Personne n'avait même eu la décence de simuler une discussion sur le sujet. Et je tiens à être clair, je n'ai pas perdu pied. Je n'ai pas frappé du poing sur le comptoir,
ni commencé à comploter une vengeance. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, et je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking du duplex, pendant une vingtaine de minutes. Juste pour réfléchir. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur, j'ai ouvert mon tableau Excel, et j'ai pris une décision. Peu importe ce que ma famille pensait de mon avenir financier. Peu importe le soutien qu'ils étaient prêts à m'offrir, ou à me refuser. J'en avais fini de les inclure dans mes calculs. Je n'allais affronter personne. Je n'allais pas non plus réclamer ma part. J'allais construire quelque chose par moi-même, en toute discrétion, et je n'aurais plus jamais besoin de leur approbation, ni de leur argent. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé ma deuxième propriété. Un autre duplex. Celui-ci se situait dans un quartier un peu plus difficile, mais bénéficiait d'une forte demande locative. Le prix demandé était de 165 000 €. Les 2 appartements étaient occupés, et le loyer combiné atteignait 1 750 € par mois. J'ai fait tourner les chiffres de 9 manières différentes, et chaque scénario s'est révélé positif. Mon premier achat avait généré suffisamment de valeur nette, pour que je puisse contracter une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, afin de couvrir la compte sans toucher à mes économies. J'ai appelé l'agent immobilier un mardi, et j'ai fait une offre le jeudi. Les vendeurs l'ont accepté le samedi. Personne dans ma famille n'en savait rien. Lors de la réunion familiale suivante, le 4 juillet chez mes parents, Kyle racontait bien sûr à tout le monde qu'il avait remporté un prix de vente. Meilleur vendeur régional du 2e trimestre. Ma mère avait imprimé une photo de lui posant avec sa plaque, et l'avait collée sur le réfrigérateur, avec un aimant en forme de tournesol. Elle n'arrêtait pas de la montrer aux invités, alors qu'ils traversaient la cuisine. Avez-vous vu la récompense de Kyle? Il a battu tous les concurrents de la région. Mon père faisait griller des steaks, et répétait à quel point il était fier de ses 2 garçons. Même s'il fixait incontestablement son aîné, en prononçant ces mots. Ma mère a carrément sorti un gâteau industriel, sur lequel était inscrit « Félicitations, Kyle », avec un glaçage bleu. J'ai eu un bref instant de réflexion personnelle, en me demandant ce qu'il me faudrait accomplir, pour avoir droit à un gâteau. Probablement résoudre la crise climatique. Et encore, ce ne serait peut-être pas suffisant. Plus tard, mon frère m'a rejoint sur la terrasse arrière, à l'écart de la foule. Il a décapsulé une bière, et s'est appuyé contre la rambarde. Alors, comment se porte le petit empire du duplex? Il employait le singulier, ignorant tout du second bâtiment. Comme d'habitude, ai-je répondu. Les locataires paient à l'heure. Parfois, un robinet fuit. Il a ri. Tu vis un rêve, frérot. Puis, il a pris un ton un peu plus sérieux. Honnêtement, je te tire mon chapeau. Je ne supporterai pas que des gens m'appellent à minuit, pour des toilettes bouchées. Ils envoient des emails, ai-je corrigé. Ce n'est pas si terrible. Il a haussé les épaules, et a pris une gorgée. À chacun son truc. Moi, j'aime posséder mon propre chez moi, sans toutes ces tracasseries. Je n'ai pas cru bon de souligner que son fameux « chez lui » avait été acheté avec l'argent de quelqu'un d'autre. En partie le mien, d'ailleurs. Je me suis contenté de sourire, et j'ai mangé mon hot dog. C'est à ce moment-là que les choses ont pris un véritable tournant pour moi. Lors des vérifications préalables pour ma deuxième acquisition, j'ai remarqué que l'ancien propriétaire avait mis en place une petite SARL, Société à responsabilité limitée. Elle englobait à la fois le duplex, et une 3e propriété que je n'avais vue nulle part sur les annonces. La société était dissoute, mais cette structure organisationnelle m'est restée en tête. J'ai commencé à me documenter sur le fonctionnement de ces entreprises pour les portefeuilles immobiliers, protection contre les responsabilités, avantages fiscaux, et comptabilité plus saine. Ce soir-là, j'ai téléphoné à un ancien camarade d'université, Marcus, devenu expert comptable. Nous étions colocataires en première année. Le genre d'amitié où l'on partage l'horrible nourriture de la cantine pendant 9 mois, pour ensuite garder le contact via quelques SMS occasionnels. Quand je l'ai appelé pour lui dire « Je veux comprendre comment gérer des biens locatifs via une société », il a éclaté de rire. Enfin, quelqu'un me pose une question intéressante, a-t-il lancé. Marcus m'a expliqué les bases. Créer l'entreprise, y transférer les propriétés, séparer rigoureusement les finances personnelles et professionnelles, ouvrir un compte bancaire dédié, consigner la moindre dépense, et me verser des frais de gestion raisonnables. Mais il y a un aspect qui m'a vraiment fait hausser les sourcils.
Utiliser la dépréciation des bâtiments pour compenser les revenus locatifs sur le papier, réduisant ainsi considérablement ma charge fiscale. Considérablement à quel point, ai-je demandé. Assez pour que tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas fait il y a un an, m'a-t-il répondu. Il avait raison. J'ai constitué la société en l'espace d'un mois, j'y ai transféré les 2 duplex, et j'ai ouvert un compte courant professionnel. J'ai commencé à gérer l'ensemble comme une véritable entreprise, et non plus comme un simple particulier qui possédait 2 immeubles par hasard. Ce changement n'était pas seulement financier, il était aussi psychologique. J'ai arrêté de me considérer comme quelqu'un qui gère un investissement secondaire, pour me voir comme un bâtisseur d'entreprise. 3 ans après l'achat du premier duplex, j'avais 30 ans, et je possédais 3 biens immobiliers. Le dernier était un immeuble de 4 logements. Un bâtiment ancien qui nécessitait des travaux, mais dont le prix était un véritable cadeau. Un propriétaire partant à la retraite voulait s'en débarrasser rapidement, sans s'éterniser dans un long processus de vente. J'ai déboursé 240 000 €, en versant un apport de 20%, financé par la valeur nette de mes 2 premières acquisitions. En moins de 6 semaines, les 4 nouveaux appartements étaient loués. Le revenu locatif combiné de l'ensemble de mon parc s'élevait désormais à un peu plus de 5 800 € par mois. Pourtant, je conduisais toujours une Honda Civic vieille de 7 ans. Je tournais avec les mêmes vêtements, depuis le milieu de ma vingtaine. Je mangeais des restes pour le déjeuner, et je préparais mon café à la maison. Quiconque me regardait, n'aurait jamais deviné que je détenais un demi-million d'euros en actifs immobiliers. C'est également à cette époque que j'ai rencontré Marissa. Elle travaillait dans l'administration médicale, et nous avons fait connaissance par l'intermédiaire d'un ami commun, lors d'un barbecue. Le genre de présentation qui commence par « Vous devriez discuter tous les deux, vous êtes tous les deux étrangement organisés ». Elle était brillante, calme, et dotée d'un humour pince sans rire, qui correspondait parfaitement au mien. Lors de notre 3e rendez-vous, quand je lui ai finalement avoué que je possédais 3 propriétés locatives au sein d'une société, elle a posé sa fourchette. « Attends, tu en possèdes combien ? » 3 bâtiments, soit 7 logements au total. Elle m'a dévisagé. « Tu roules en Civic. » Elle roule très bien. « Tyler, tu es propriétaire de 7 logements, et tu conduis une Civic de 2016. 2015, en fait. » Elle s'est tout bonnement mise à rire. Elle ne se moquait pas de moi, je faisais bien la différence. C'était ce genre de rire qui survient, lorsque l'on doit recalibrer, en temps réel, toutes ses certitudes à propos de quelqu'un. « Tu es la personne riche la plus discrète que j'ai jamais rencontrée », a-t-elle lancé. « Je ne suis pas riche, ai-je corrigé. Je ne suis simplement pas fauché. » Elle est devenue l'unique personne à avoir une vue d'ensemble de ma situation. Ni mes parents, ni mon frère, ni mes amis n'étaient au courant. Marissa comprenait ce que j'étais en train de bâtir. Plus important encore, elle saisissait pourquoi je préférais garder le silence. « Si tu le dis à ta famille, » m'a-t-elle glissé un soir, alors que nous examinions une annonce immobilière, soit ils voudront te soutirer quelque chose, soit ils trouveront un moyen de tout ramener à Kyle. Continue simplement à faire ce que tu fais. Elle avait raison, et l'a d'ailleurs prouvé environ 6 mois plus tard. Mes parents sont venus nous rendre visite. Ma mère a fait le tour de ma partie du duplex. L'original, celle où je vivais toujours. Elle a fait ce geste typique, où elle touche les surfaces du bout des doigts, comme pour vérifier s'il y a de la poussière. Elle a observé la cuisine, avant de déclarer « c'est douillet ». Elle a scruté le salon, et a commenté « l'espace est utilisé de manière très efficace ». Elle a jeté un œil à la 2e chambre, qui me servait de bureau à domicile, rempli de classeurs et de tableaux de calcul, et n'a absolument rien dit. Au dîner, mon père m'a interrogé sur mon travail. Je lui ai annoncé que j'avais obtenu une augmentation. Il a hoché la tête. Ma mère a demandé si je faisais, toujours ce truc de location. J'ai répondu par l'affirmative. Elle a répliqué, eh bien, tant que ce n'est pas trop stressant. Puis, elle a passé les 20 minutes suivantes à s'extasier sur la nouvelle terrasse du jardin de Kyle. Il l'avait fait installer, à crédit naturellement, et organiser une nouvelle pendaison de crémaillère. De l'autre côté de la table, Marissa a croisé mon regard, et m'a lancé un coup d'œil très explicite. Je lui en ai renvoyé un, qui signifiait clairement « je sais ». Environ 2 mois après cette visite, Kyle m'a appelé par hasard, un mercredi soir. Dès la première seconde, il m'a semblé mal à l'aise. La conversation était pleine de banalités inutiles.
bref. C'est ainsi que parlent les gens, lorsqu'ils tournent autour d'un sujet qu'ils n'ont désespérément pas envie d'aborder. Finalement, il a craché le morceau. Écoute, j'ai un petit problème de trésorerie en ce moment. La terrasse m'a coûté plus cher que prévu, et j'ai reçu un avis d'imposition que je n'avais pas vu venir. Je me demandais si tu pouvais me dépanner avec un prêt. Juste un truc comme 15 000 €. Je te rembourserai dans 6 mois. Peut-être moins. 15 000 €. J'ai laissé un lourd silence s'installer pendant un instant. C'est une somme importante que tu me demandes, Kyle. Je sais. Je sais bien, mais je suis un peu coincé, là. Et papa et maman m'ont déjà beaucoup aidé, je ne veux pas encore me tourner vers eux. J'ai repensé au fonds d'études. À ces 40 000 €, qui avaient disparu sans un mot. À la photo encadrée sur la cheminée. Aux petits commentaires sarcastiques sur mon statut de propriétaire. J'ai pensé à tout cela. Je ne peux pas faire ça, ai-je tranché. Je ne suis pas en position de prêter ce genre de somme. Ce qui n'était pas tout à fait exact. Je possédais cet argent. Toutefois, prêter quoi que ce soit à mon frère, c'était comme verser de l'eau dans un seau percé, sans fond. De mon côté, j'avais passé des années à apprendre la rigueur financière, pour savoir précisément où allait le moindre de mes centimes. Il s'est tu. Puis, il a fini par lâcher, très bien, pas de souci. Mais ce n'était clairement pas sans souci. Moins d'une semaine plus tard, ma mère m'a contacté. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a attaqué directement le sujet. Kyle m'a dit que tu avais refusé. Tyler, c'est ton frère. Il avait besoin de soutien, et tu as dit non. J'ai répété que je n'étais pas en mesure de prêter une telle somme d'argent. Tu as des locataires qui te paient un loyer tous les mois. Ne viens pas me raconter que tu n'as pas les moyens. Avoir de l'argent, et être en position de le prêter, ce sont deux choses bien différentes, maman. Elle a émis un bruit. À mi-chemin entre le soupir, et le ricanement de mépris. Ton frère le ferait pour toi, lui. J'ai failli prononcer des mots que j'allais regretter. Au lieu de cela, je me suis contenté de dire, j'espère qu'il trouvera une solution. Et j'ai raccroché. Ce que personne dans ma famille ne soupçonnait, c'est que les problèmes financiers de Kyle allaient bien au-delà d'une simple histoire de terrasse et d'impôts. Moi, j'y avais prêté attention. Les chiffres que je constatais dans les registres publics, les indiscrétions de tante Linda, et les propres remarques désinvoltes de mon frère. Tout cela dressait un tableau bien plus sombre, que ce que chacun voulait bien admettre. Mais personne ne m'avait demandé mon avis, alors j'ai gardé le silence. Faisons un petit bond dans le temps, car les années suivantes se sont résumées à répéter inlassablement la même opération, sans que personne ne le remarque. Acheter un bien, le rénover, le louer, et recommencer. Dit comme ça a l'air fastidieux. Et pour être honnête, ce l'était un peu. Mais l'ennui génère des intérêts composés, à un niveau que l'excitation n'atteindra jamais. À la 7e année, j'avais 34 ans. Je possédais 6 immeubles, pour un total de 15 logements locatifs, tous détenus par le biais de mon entreprise. Tous dégageaient un flux de trésorerie positif. Sur le papier, ma valeur nette dépassait légèrement le 1,5 million d'euros. Par ailleurs, mes revenus locatifs mensuels, une fois toutes les dépenses et les prêts déduits, s'élevaient à environ 7 200 € net. Marissa et moi nous étions mariés l'année précédente. Une petite cérémonie, sans chichi. Nous avons passé notre lune de miel au Portugal, et avons réglé l'intégralité du voyage comptant, sans même y réfléchir à 2 fois. Personne dans mon entourage familial n'en avait la moindre idée, car je ne leur avais jamais donné de raison de se douter de quoi que ce soit. Je vivais toujours dans le premier duplex. Je conduisais encore la même Civic, bien qu'elle affichait désormais 140 000 miles au compteur, avec un cliquetis dans le tableau de bord, auquel je m'étais émotionnellement attaché. Marissa et moi avions certes amélioré l'intérieur de notre appartement, avec de nouveaux plans de travail, et de meilleurs appareils électroménagers. Toutefois, de l'extérieur, cela ressemblait exactement au même endroit dans lequel j'avais emménagé, à 27 ans. Voici, en revanche, ce qui se passait du côté de mon frère. Il avait refinancé sa maison, 2 ans après l'avoir obtenue. Mes parents la lui avaient offerte libre de toute dette, sans crédit. La première chose qu'il a faite, a été de contracter un prêt de 180 000 € sur celle-ci, pour rénover la cuisine, aménager le sous-sol, et, je le jure devant Dieu, acheter un bateau.
Je n'invente rien pour le bateau. Il s'agissait d'une embarcation de wakeboard de 22 pieds, qu'il amarrait dans une marina, à 45 minutes de chez lui. Il s'en est servi environ 6 fois en tout. À cause de ce refinancement, Kyle devait désormais rembourser des mensualités, pour une propriété qui était, à l'origine, un pur cadeau. Cette charge financière, combinée au crédit de sa voiture, aux dettes de ses cartes bancaires, et à son style de vie extravagant, était en train de le dévorer tout cru. Malgré tout, il gardait les apparences, de nouveaux vêtements, des restaurants chics, et des publications sur les réseaux sociaux, pour illustrer ses escapades du week-end. Si vous suiviez Kyle sur Internet, vous auriez pensé qu'il prospérait. En réalité, il sombrait à vue d'œil. Je le savais pertinemment, parce que tante Linda en était informée. Et Linda était physiquement incapable de garder une information en elle, pendant plus de 72 heures. À Noël, lors de cette fameuse 7e année, elle m'a révélé que Kyle avait sauté 2 mensualités, et que mes parents avaient discrètement compensé le manque. Mais elle m'a ensuite annoncé quelque chose de bien pire. Mon père s'était porté garant pour le refinancement. Ce qui signifiait que si mon frère faisait défaut, mes parents en subiraient les conséquences. Ton père n'a pas les moyens d'assumer ça, a déclaré ma tante en secouant la tête. Il a déjà pioché dans sa retraite à 2 reprises. Ta mère n'est d'ailleurs même pas au courant pour la seconde fois. Je suis resté planté là, tenant mon assiette de biscuits, en calculant mentalement. Mes parents avaient la soixantaine, au début de cette période. Mon père travaillait encore, mais il parlait de se retirer depuis des années. L'achat de cette propriété était censé représenter l'acte fondateur de leur héritage, une façon de garantir l'avenir de leur fils, et de se donner bonne conscience avant la retraite. Au lieu de cela, cet investissement s'était transformé en un gouffre financier, qui menaçait de les engloutir avec lui. Vers le mois de février de cette même année, mon père a pris l'initiative de m'appeler. Pas ma mère. Mon père. Rien que ce détail m'indiquait qu'il y avait un problème sérieux. D'habitude, il envoyait tout au plus des SMS. Tyler, a-t-il commencé. Sa voix portait un fardeau que je ne lui connaissais pas, il faut que je te demande quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout. D'accord, ai-je répondu. Ta mère et moi envisageons de vendre la maison. Notre maison. Nous voudrions déménager dans un endroit plus petit, peut-être un appartement. Le fait est que nos finances sont un peu tendues en ce moment. Je me demandais donc si tu pouvais me donner des conseils sur la façon de gérer la chose sur le plan budgétaire. Il ne réclamait pas d'argent. Il cherchait des orientations. Au cours de la décennie écoulée, depuis que mes parents s'étaient moqués de mon achat, c'était bien la première fois que mon père s'adressait à moi, en sous-entendant que je pourrais détenir des connaissances qu'il n'avait pas. Je le percevais dans les silences entre ses phrases. Cette hésitation, et cette fierté ravalée, juste assez pour qu'il trouve la force de composer mon numéro. Je lui ai fourni de vrais conseils. Je lui ai suggéré de faire réaliser une analyse de marché pour sa propriété, afin de savoir exactement où il en était. Je lui ai recommandé de consulter un conseiller financier. Pas celui de Kyle, mais un expert indépendant, rémunéré uniquement aux honoraires, qui n'essaierait pas de lui vendre des produits de placement. Je lui ai conseillé de s'asseoir avec une calculatrice, et d'évaluer ce dont maman et lui avaient réellement besoin au quotidien, par rapport au confort auquel il s'était habitué. Je lui ai expliqué que le marché des petites surfaces était solide, et qu'un appartement au juste prix pourrait leur dégager des liquidités, tout en simplifiant leur existence. J'ai été précis, et je me suis montré patient. Je n'ai pas évoqué le fonds d'études disparu. Je n'ai pas rappelé ces années passées à être rabaissées. J'ai simplement offert mon aide. Il m'a remercié. Puis, il a ajouté, « N'en parle pas à ta mère. Elle n'est pas encore prête à aborder ce sujet. » Je ne le ferai pas, papa. Il n'a suivi absolument aucun de mes conseils. L'été est arrivé. Nous nous sommes réunis pour un barbecue chez mon frère. Une belle ironie, sachant que l'endroit se transformait lentement, en un véritable monument dédié aux mauvaises décisions. La terrasse qu'il avait financée à crédit se fissurait déjà. Le bateau trônait sous une bâche, sur le côté du jardin, avec un pneu de remorque crevé. Les travaux du sous-sol dégageaient une odeur étrange, que Kyle mettait sur le compte de l'humidité. Ce dernier parlait plus fort que d'habitude. Comme le font ceux qui essaient de surcompenser. Il se pavanait avec des pinces, comme s'il gérait un restaurant, faisant griller des hamburgers que personne ne réclamait, et lançant des blagues qui tombaient toujours un peu à plat.
À un moment donné, alors qu'un petit groupe d'entre nous se tenait autour du brasero, il s'est tourné vers moi. Alors Tyler, tu joues toujours au propriétaire avec ce petit duplex? Le duplex, au singulier. C'est ce qu'il croyait que je possédais. Un seul bâtiment, 2 appartements, achetés il y a une décennie. En réalité, j'étais à la tête d'un portefeuille de 6 immeubles, comptant 15 logements. Auquel s'ajoutait une maison de plage, conclue 4 mois plus tôt, et dont je n'avais soufflé mot à personne dans ma famille. Ouais, ai-je répondu, je suis toujours sur le coup. Respect, a-t-il rétorqué, sur un ton qui en était totalement dénué. Ma mère, assise non loin sur une chaise de jardin, a renchéri, Tyler a toujours été quelqu'un de pratique. La rengaine habituelle. Pratique. Le soir même, Marissa et moi sommes rentrés en voiture. Comment fais-tu pour ne rien dire, m'a-t-elle demandé. Comment peux-tu rester là, sans réagir? Parce que ce qu'il pense n'a aucune importance, lui ai-je affirmé. Seule la réalité compte. Elle a tendu le bras, et a serré ma main. La réalité, a-t-elle murmuré avec un petit sourire en coin. C'est que tu possèdes une maison au bord de la mer, et que le bateau de Kyle a un pneu crevé? J'ai éclaté de rire. Mon premier vrai rire depuis un long moment. 2 semaines plus tard, le premier domino est tombé. Kyle a reçu une lettre recommandée de sa banque. Il avait 90 jours de retard dans ses paiements. L'établissement entamait une procédure de saisie immobilière pour la maison que mes parents lui avaient offerte. Cette même maison sur laquelle il avait contracté un prêt, et pour laquelle mon père s'était porté garant. Kyle a paniqué, et a appelé mes parents. Mes parents se sont appelés entre eux. Ma mère a prévenu tante Linda. Et tante Linda m'a téléphoné. Ça y est, ça arrive, s'est-elle exclamée. Ton frère est en train de perdre sa maison. Assis sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher sur mon modeste duplex, j'ai simplement répondu, ouais, je m'en doutais. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré à 7h15. C'était Kyle. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, avant de décrocher. Tyler, a-t-il murmuré. Puis, il a formulé quelque chose que je ne l'avais jamais entendu prononcer auparavant. Il n'a pas dit, peux-tu me prêter de l'argent? Il n'a pas non plus demandé, peux-tu parler à papa et maman pour moi? Juste quelques mots, qui semblaient avoir été arrachés de sa gorge avec une chaîne. J'ai besoin d'aide. Je me suis assis au bord du lit. Marissa a levé les yeux de son livre. J'ai levé un doigt, pour lui signifier de patienter une seconde, et j'ai dit dans le combiné, d'accord, dis-moi ce qui se passe. Et il a tout déballé. Pour la toute première fois, peut-être de toute notre vie d'adulte, mon frère s'adressait à moi sans jouer un rôle. Aucune bravade. Aucun, tout va bien, je gère. Il m'a tout raconté. Le refinancement, les dettes des cartes de crédit, les paiements manqués, l'avis de saisie. Ainsi que ce fameux bateau, sur lequel il devait encore 14 000 €, et dont il ne s'était pas servi depuis 2 ans. Il m'a avoué que papa et maman l'avaient renfloué à 3 reprises, et que notre père était cosignataire du prêt hypothécaire. Cela signifiait que si la saisie allait à son terme, la cote de crédit de papa s'effondrerait, et ce dernier s'exposerait potentiellement à une poursuite pour insuffisance de fonds. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, s'est justifié Kyle, la voix brisée sur le dernier mot. Pas de manière théâtrale. Juste une immense fatigue. Je l'ai laissé terminer, avant de demander, que attends-tu de moi, Kyle? Je ne veux pas de fric. Enfin, je veux dire, je ne peux pas te demander de l'argent à nouveau. Je veux savoir comment tu as fait. Pour l'histoire du duplex. Tu as ce bâtiment depuis 10 ans, et tu n'as jamais eu l'air stressé par les finances. C'était la conversation que j'avais imaginée des centaines de fois, sans jamais penser qu'elle se produirait réellement. Et maintenant que le moment était venu, je n'éprouvais ni satisfaction, ni sentiment de vengeance. Je me sentais juste lasse, moi aussi. Ce n'est pas compliqué, ai-je expliqué. J'ai acheté un endroit qui me rapportait de l'argent chaque mois, au lieu de m'en coûter. Puis, j'en ai acheté un autre, et encore un autre. J'ai maintenu mes dépenses à un niveau très bas, et j'ai tout réinvesti. Tu en as combien? A-t-il demandé. J'ai marqué une pause. 6 bâtiments. 15 logements. Un silence de mort a suivi. 15 logements, a-t-il répété, incrédule. Ouais, Tyler.
Mais c'est quoi ce délire? Tu n'as jamais posé la question. Il a émis un son, qui ressemblait presque à un rire. Presque. J'étais persuadé que tu n'avais qu'un seul duplex, pendant tout ce temps. Un unique duplex. Je sais. Est-ce que maman est au courant? Personne ne le sait. Juste Marissa. Nouveau silence. Puis, il a murmuré doucement, j'ai vraiment tout bousillé. Tu as dépensé de l'argent que tu ne possédais pas, pour des choses dont tu n'avais pas besoin, ai-je constaté. C'est réparable, mais cela commence par faire preuve d'honnêteté, quant à ta situation actuelle. J'ai passé l'heure suivante à passer en revue ces différentes options. Vendre la maison, avant que la procédure de saisie n'aboutisse. Il encaisserait une perte, mais cela protégerait le dossier de crédit de notre père. Vendre le bateau, couper ses cartes bancaires, louer un appartement pendant 1 an, et apprendre ce que cela fait de vivre en dessous de ses moyens. Aucune de ces propositions n'était révolutionnaire. Ce n'était qu'une simple question de mathématiques. Le problème de Kyle n'a jamais été un manque d'intelligence. Le souci, c'est que personne ne l'avait jamais obligé à affronter les conséquences de ses actes, assez longtemps pour en tirer une leçon. Il a écouté. Il n'a pas argumenté. À la fin, il a dit « Merci, Tyler ». Et pour la toute première fois, j'ai senti qu'il était sincère. Au cours des 2 mois suivants, les choses ont évolué très vite. Mon frère a mis sa maison sur le marché. Un acheteur s'est présenté avec une offre de 285 000 €. Soit 35 000 € de moins que le prix d'achat initial payé par mes parents. Après avoir remboursé le solde de son prêt, Kyle s'est retrouvé avec presque rien en poche, mais il s'en est sorti avec une ardoise vierge. La saisie a été évitée de justesse. Le nom de mon père a été rayé des registres de dettes. Kyle a vendu son bateau pour 9 000 € de moins que ce qu'il devait, et a comblé la différence grâce à la prime de son dernier salaire. Il a emménagé dans un appartement d'une chambre, près de son lieu de travail, et a pris un nouveau départ. Ce n'était pas prestigieux, mais pour la première fois depuis des années, il était solvable. Mes parents n'ont pas très bien digéré la chose. Ma mère m'a appelé après la vente de la bâtisse. Elle n'était pas furieuse contre Kyle. Elle était en colère contre la situation elle-même, et elle avait besoin de trouver une cible. Quelqu'un qui ne s'effondrerait pas sous ses reproches. C'était censé être ses fondations, s'est-elle lamentée en pleurant. Nous lui avions donné tout ce dont il avait besoin, pour être à l'abri. Comment est-ce possible? J'ai pesé mes mots avec soin, avant de répondre. Vous lui avez donné une maison, maman, lui ai-je dit doucement. Mais vous ne lui avez pas donné les compétences nécessaires pour la conserver. Elle a gardé le silence. Puis, elle a lâché, c'est cruel de dire une chose pareille. Ce n'est pas cruel, ai-je rétorqué. C'est simplement ce qui s'est passé. Elle a changé de sujet, pour évoquer les préparatifs de Thanksgiving. Je l'ai laissé faire. La révélation de la maison de plage s'est produite presque par hasard. Quelques mois après la vente du bien de Kyle, Marissa et moi avons organisé une petite réunion de famille chez nous, dans notre duplex. Tante Linda était présente, de même que mes parents, mon frère, et quelques cousins. C'était une soirée sans prétention, avec des hamburgers et de la salade. Vers la fin du repas, ma femme était au téléphone dans la cuisine, en train de coordonner je ne sais quoi. Lorsqu'elle est revenue à table, elle s'est adressée à moi, le bricoleur a confirmé qu'il pourrait réparer la rambarde de la terrasse, à la maison de plage, ce jeudi. Tu veux que je descende là-bas, où on attend ce week-end? Elle a formulé ça avec tellement de désinvolture. Comme si l'on parlait d'une course de routine. Mais tous les visages autour de la table se sont brusquement tournés vers elle. Ma mère a lentement reposé son verre. Quelle maison de plage? J'ai jeté un coup d'œil à Marissa. Elle m'a rendu un regard qui disait clairement, oups, eh bien, c'est parti. Nous avons une propriété sur la côte, ai-je avoué. On l'a achetée l'année dernière. Une maison de plage, a répété ma mère en se penchant en avant. Comment peux-tu te payer une maison de plage? J'ai haussé les épaules. Ce n'est même pas ma préférée. Personne n'a prononcé le moindre mot pendant environ 5 secondes. 5 secondes, ça ne paraît pas bien long, mais essayez de les compter un jour, alors qu'une pièce remplie de vos proches vous fixe avec insistance. Tante Linda a craqué la première. Elle s'est mise à rire. Un rire immense, retentissant et sincère. Je vous l'avais dit.
Je vous l'avais dit à tous. Mon père me dévisageait, avec une expression que je ne lui avais jamais connue. Ce n'était pas exactement de la fierté. Plutôt comme s'il recalculait toutes ces données, comme s'il m'observait pour la première fois, en essayant de comprendre comment un tel détail avait pu lui échapper. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a ouverte à nouveau. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Et je lui ai donné la seule réponse honnête dont je disposais. Vous ne m'avez jamais posé la question. Ce n'était pas une réplique cinglante, destinée à clore le débat. Je n'ai pas prononcé ces mots avec satisfaction, ni avec rancune. C'était tout simplement la vérité. En l'espace de 10 ans, pas une seule fois quelqu'un de ma famille ne m'avait posé de véritables questions sur mes finances, mes objectifs, ou sur ce que j'étais en train de construire. Ils présumaient savoir. Ils avaient supposé que le mot « pratique » était synonyme de « petit ». Et je les avais laissés croire, car j'avais cessé d'avoir besoin de leur validation, quelque part aux alentours de la 2e année. Voici où en sont les choses aujourd'hui. Kyle et moi communiquons davantage qu'auparavant. Pas énormément, mais plus souvent. Il vit toujours dans son appartement. Il a lancé une petite activité secondaire, qui consiste à retaper des meubles. Rien de faramineux, mais il apprend la discipline d'acheter à bas prix, et d'ajouter de la valeur au produit. Le mois dernier, il m'a envoyé par SMS la photo d'une commode qu'il avait restaurée, et m'a demandé à quel prix il devrait l'afficher, selon moi. Je lui ai donné un chiffre, il l'a vendu pour ce montant exact, et m'a envoyé un message disant simplement « Bien vu ». Les relations avec mes parents sont cordiales. Il nous arrive encore de partager le dîner du dimanche. Ma mère parle toujours de Kyle bien plus que de moi, mais avec une nuance différente désormais. Moins de vantardise, et davantage d'inquiétude. Elle ne s'est jamais excusée pour l'histoire du compte épargne-études, ou pour toutes ces années de dédain. Je ne pense pas qu'elle le fera un jour. Cependant, elle a arrêté de me qualifier de « pratique ». De plus, le mois dernier, je l'ai surprise au téléphone avec l'une de ses amies, en train de dire que j'étais « très doué avec l'argent ». Venant d'elle, c'est probablement ce qui se rapprochera le plus d'une demande de pardon. Mon père a pris sa retraite. Maman et lui ont fini par opter pour une maison de plein pied, plus modeste. Il m'a sollicité pour obtenir des conseils lors de leur recherche, et cette fois-ci, il les a réellement suivis. Ils ont obtenu un prix équitable, pour une demeure solide, située dans un quartier paisible. Il semble plus détendu aujourd'hui. Nous n'abordons jamais le passé. Marissa et moi avons quitté le duplex l'année dernière. Nous habitons désormais à plein temps dans l'une de nos propriétés. Un 3 pièces rénové, que j'avais acquis à l'état d'épave, et sur lequel j'ai passé 8 mois de travaux. Le premier duplex, lui, est entièrement mis en location. Les 2 appartements génèrent toujours un flux de trésorerie positif. C'est toujours aussi ennuyeux, et cela reste mon investissement favori, de tout ce que j'ai pu réaliser. La maison de plage est très agréable, et la vue y est incroyable. Mais, pour être tout à fait honnête, ce dont je suis le plus fier ne se résume pas à un bien immobilier en particulier. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir bâti tout cela, à partir d'une décision dont tout le monde se moquait. Un seul duplex, un tableau de calcul, et un pari silencieux sur moi-même, que personne n'a jugé digne d'intérêt. Alors, je suis curieux. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans l'ombre de quelqu'un, pour finalement bâtir quelque chose d'incroyable par vous-même, en toute discrétion? Ou peut-être avez-vous dû prendre une décision difficile, mêlant argent et famille? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de lire vos histoires.